Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e épisode d'Histoire de bagnole. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Mercedes AMG One. Il y a un peu plus de 5 ans, Mercedes présente un projet un peu spécial, la Mercedes AMG Project One. Cette voiture, elle a tout simplement pour but d'être la première hypercar de Mercedes. Alors, ça se discute. Pourquoi? Parce que la CLK GTR, ça se discute aussi. Est-ce que c'est une hypercar? Certaines personnes diront que oui, certaines personnes diront que non. Personnellement, moi j'aime l'idée que la CLK GTR est une hypercar de son temps. Mais la définition d'hypercar actuellement, ça a plus tendance à pencher vers il s'agit d'un véhicule de plus de 1000 chevaux. Dans ce cas-là, il n'y a jamais eu d'hypercar chez Mercedes, et donc l'idée est de faire la première hypercar de Mercedes, donc un véhicule de plus de 1000 chevaux. L'idée, c'est aussi de récupérer le V6 hybride des Formule 1 W204 qui ont gagné le championnat du monde de Formule 1 en 2016. Donc un moteur qui est quand même un peu intéressant et sympathique. Il y a beaucoup de promesses autour de ce projet, notamment que cette voiture devrait être une Formule 1 road légale avec 2 places et des performances folles, complètement folles. Avec un an de retard, en 2022, les premières AMG One sortent d'usine. La Mercedes AMG One embarque bien le V6 hybride de la Formule 1 W204. Donc elle est équipée d'un V6 de 1.4 litres couplé à 4 moteurs électriques, 2 moteurs électriques pour les roues avant, un moteur électrique pour l'essieu arrière et un 4e moteur électrique pour la suralimentation. La position des moteurs va permettre d'avoir une transmission intégrale, donc 4 roues motrices. Et également, l'ensemble des moteurs va fournir une puissance de 1063 chevaux. Dans un premier temps, on va avoir l'impression que cette AMG One remplit son contrat. Un moteur de Formule 1, 1063 chevaux, donc la première hypercar de chez Mercedes, et un aérodynamisme à couper le souffle. Puis, les performances de la Mercedes AMG One vont être annoncées. 350 km/h en vitesse de pointe et un 0 à 100 expédié en 2.9 secondes. Et là, c'est le drame. Vous connaissez Internet. Des gens vont commencer à comparer les performances de l'AMG One avec celles d'autres voitures. Et évidemment, mais il se trouve que ces performances sont comparables avec celles de supercars et non avec les performances d'autres hypercars. Ces performances-là, c'est les performances d'une 765 LT. C'est les performances d'une Porsche 911 GT2 RS. Donc, les gens ne sont pas d'accord et trouvent que la voiture ne respecte pas son contrat. En fait, une GT2 RS ou une 765 LT, ce sont des supercars déjà premièrement et non des hypercars. Qu'est-ce que ça change? Ça change qu'elles valent beaucoup moins cher. Donc une voiture qui vaut bien moins cher mais qui a les mêmes performances, pourquoi est-ce que j'achèterais un truc hyper cher? Voilà, première chose. Et deuxième chose, c'est la différence de puissance. Sur une AMG One, il y a 1063 chevaux, sur une 765 LT, il y a 765 chevaux. Comment c'est possible qu'avec 765 chevaux, on avait quasiment les mêmes performances qu'avec 1063 chevaux? Qu'est-ce qui se passe? Et tout simplement, les gens vont commencer à dire que ce n'est pas normal. Et en fait, je ne suis tout simplement pas d'accord avec ça. Et donc, je vais développer, bien évidemment. Mais d'abord, voilà, tout ce qui va suivre, c'est totalement personnel, c'est subjectif, c'est mon avis. Et vous avez le droit d'avoir votre avis. La passion automobile, c'est pas des performances sur un papier. Moi, quand j'ai commencé à me passionner pour l'automobile, donc vraiment passionné, je pense que j'ai toujours aimé l'automobile, plus ou moins. Il y a eu un moment donné dans ma vie où il y a eu ce déclic de je veux tout savoir sur l'automobile et je saurai tout. Voilà, je vais me démerder, voilà, j'aime trop ça. Ça, c'est le moment où je suis devenu vraiment passionné. Et ce qui me faisait rêver, c'était
Des voitures comme la Carrera GT, comme la McLaren F1, comme la Ferrari Enzo, comme la Pagani Zonda. Tout ce genre de voitures du début des années 2000. Et ces voitures-là, c'était des voitures qui avaient des moteurs déjà full thermique, bien évidemment, atmosphérique, il n'y avait même pas de turbo. Et puis on avait souvent des boîtes manuelles, Carrera GT, Zonda. Et en fait la passion automobile c'est ça, c'est les sensations que ces voitures peuvent offrir. Et c'est la sensation que la voiture t'offre, c'est ça la vraie passion. La passion c'est d'entendre un moteur hurler dans ton dos et de passer les rapports entre 7000 et 9000 tours à la main, de prendre des belles trajectoires, d'avoir une voiture qui te résiste un petit peu et de jouer avec. C'est ça la passion automobile. Et rien d'autre. Et en fait ça m'attriste énormément, mais j'ai l'impression que depuis la sortie de la Bugatti Veyron, il y a une guerre qui s'est déclenchée entre plusieurs marques avec deux gros acteurs, Bugatti et Koenigsegg, j'adore ces deux marques, qui se déclarent la guerre de la voiture qui ira le plus vite. Pourquoi pas, c'est marrant et j'aime ces voitures qui ont des performances complètement affolantes, voilà, je les aime quand même. Mais j'ai l'impression qu'en fait aujourd'hui ces voitures ont pris le pas sur tout le reste et qu'il n'y a plus que ça qui compte. Et qu'aujourd'hui, la seule chose qui compte, c'est le 0 à 100, c'est la vitesse de pointe, écrite sur un morceau de papier. Et déjà, il y a une première chose, c'est qu'il faut bien prendre en compte que ces performances, elles signifient pas sensation. Tu peux avoir une voiture performante et qui t'apporte beaucoup moins de sensations qu'une autre voiture qui est bien moins performante. Typiquement, il paraît qu'une Audi RS3 ou une Classe A 45 AMG, niveau sensation, c'est nul. Pourtant, c'est performant par rapport à certaines autres voitures qui sont bien moins performantes et qui te donnent des sensations beaucoup plus agréables. C'est vrai aussi dans les automobiles très très luxueuses. Ensuite, la deuxième chose, et qui pour moi est la plus importante en fin de compte, c'est que ces performances sur le papier là, cette vitesse de pointe, ce 0 à 100, et bah en fait ils sont en aucun cas synonymes de performance. Voilà, ils ne veulent strictement rien dire. La seule chose qu'ils veulent dire, c'est que votre voiture est capable d'atteindre cette vitesse en ligne droite et qu'elle est capable de faire le 0 à 100 en temps de seconde en ligne droite. Donc, admettons, toutes les hypercars doivent dépasser les 400 km/h comme les Bugatti, comme les Koenigsegg, etc. Ok. Donc en fait, ce que vous voulez, c'est faire du dragster, c'est tout. Vous voulez rien faire d'autre. Parce que déjà, premièrement, avoir une ligne droite qui vous permet d'atteindre les 450 km/h, c'est quasiment impossible. Voilà. À part des pistes d'atterrissage d'avion, c'est quasiment impossible. Voilà. Et là, on parle d'endroits fermés, on parle même pas de la circulation, parce qu'en fait, dans la circulation, ça n'a aucun intérêt. Vous n'aurez aucune sensation dans une Bugatti Chiron dans la circulation. Enfin, peut-être pas aucune, peut-être que j'exagère, mais très peu, très très peu. Il y aura des voitures beaucoup plus intéressantes dans la circulation, niveau sensation. Une Bugatti Chiron, par exemple, il faut savoir qu'en fait, c'est fait pour rouler à 450 km/h, comme je le disais, même plus pour les dernières éditions. Mais bref, on va dire 450 km/h, parce qu'on s'en fout en fait après de la vitesse, voilà. C'est juste pour éviter qu'on chipote, mais voilà, 450 km/h, ouais. Le problème, c'est qu'il faut faire des choix pour aller à cette vitesse. Pour aller à 450 km/h, il faut faire des choix. Vous pouvez pas avoir un véhicule léger, vous pouvez pas... Donc il faut un véhicule lourd, il faut un véhicule qui est pas hyper agile, il faut un véhicule qui ne va pas prendre des courbes à une grande vitesse, et en fait ces choix-là, ils font que votre voiture, en réalité, n'est pas performante. Si vous allez sur un circuit, vous allez vous faire défoncer par à peu près tout ce qui existe. Sauf si bien évidemment il s'agit d'un circuit de NASCAR où vous tournez en rond. Voilà. Là effectivement, oui, il y a moyen que la Chiron s'en sorte bien. Sauf que en fait il n'y a rien d'intéressant, personnellement je trouve, il n'y a rien de passionnel dans un circuit de NASCAR. Moi ce qui va me passionner, c'est des courses comme les 24 heures du Mans, etc. où on a des virages, des lignes droites, où il faut être bon dans beaucoup de circonstances différentes. Et ça, une Bugatti Chiron ne le fera jamais. Jamais, jamais, jamais. Une Bugatti Chiron qui vaut 2-3 millions d'euros, et encore je suis gentil, qui atteint maintenant carrément sur les dernières éditions, on est à 490 km/h, c'est le record du monde. Et bah sachez-le, vous la mettez sur un circuit, elle se fait laver par une Porsche 911 GT2 RS, voilà. Voilà, voilà. Donc c'est cool. C'est cool d'avoir la voiture la plus rapide au monde sur un papier. D'accord ?
Mais niveau performance, ça ne veut strictement rien dire. Voilà. Ça veut rien dire. Ça veut juste dire que vous êtes rapide en ligne droite. C'est tout. Et pourquoi est-ce que ces chiffres ils sont devenus aussi importants? Parce que malheureusement, c'est les chiffres les plus faciles à avoir. C'est-à-dire que c'est difficile d'avoir un chiffre qui résume vraiment les capacités d'une voiture, aussi bien en ligne droite qu'en virage, etc. Et donc en fait, ces chiffres sont devenus ultra importants et ils ont été mis énormément en avant. Et il y a même des personnes en fait très très haut placées qui ont témoigné de ce que je suis en train de vous dire. Par exemple, le PDG de chez Bugatti a expliqué au moment de la sortie de la Bugatti Chiron Pure Sport ou encore au moment de la sortie de la Divo que c'était des voitures qui avaient été faites pour prendre les virages. Et ensuite il a dû s'expliquer. Il a dû s'expliquer que la Chiron, en fait, pour qu'elle soit aussi performante, ils ont dû faire des choix qui font que sur un circuit elle est nulle. Voilà. Et qu'elle se fait battre par à peu près tout. Et... bon après j'exagère beaucoup. Quand je dis à peu près tout, voilà, faut voir à peu près toutes les voitures de sport, bien évidemment. On va pas se faire battre par une Clio 2 avec une Chiron, bien sûr. Ça reste une très bonne voiture et ça reste une voiture performante sur un circuit. On est d'accord, mais là on parle de l'élite de l'automobile. Ok, on parle de voitures qui sont considérées comme étant les plus performantes au monde. C'est pas le cas. Voilà, il y a plein de voitures qui sont plus performantes qu'une Bugatti Chiron. Tout dépend de quel type de performance on parle. Et pour moi, la performance qui m'intéresse réellement, c'est plus un temps au tour. Voilà, et là on en parle. On parle de ce qui est pour moi la vraie performance. Et la vraie performance pour moi, c'est un record au tour sur un circuit. Voilà. Ça parle vraiment. Là, on parle vraiment, niveau performance, on peut pas faire mieux. Parce que ça veut dire que la voiture est la plus agile sur les lignes droites, les virages qui sont présents dans le tour, etc. Donc sur un ensemble, sur un parcours donné, elle a été meilleure. Et pas juste sur une ligne droite. Et sachez que la MG One a pris sa revanche le 10 novembre dernier en battant tout simplement le record du monde du Tour au Nürburgring. C'est la voiture la plus rapide au monde sur le Nürburgring. Là, c'est de la vraie performance. Vous prenez cette voiture, vous allez sur un circuit, vous battez tout le monde. Voilà, c'est ça. Cette voiture peut vous permettre de battre tout le monde, à condition que vous soyez un suffisamment bon pilote. Voilà. C'est aussi la petite nuance, bien évidemment. La MG1, si vous êtes un très bon pilote, mais c'est un jouet d'enfer. Et je suis désolé, mais son moteur, moi, il me passionne. Un V6 de Formule 1 W204, un V6 qui a gagné le championnat du monde de Formule 1. Alors oui, il est hybride, mais je suis désolé les gars, vous pouvez pas résumer ça à « ouais, c'est un V6 hybride, ça fait pas de bruit ». Non, c'est des années et des années d'ingénierie, c'est un truc de fou, ce moteur. C'est pas rien. C'est pas le V6 hybride d'une Ferrari 296 GTB, là je comprends que ça vous ennuie, pour pas dire autre chose. Mais là, il a une histoire ce moteur, il est issu de la course, il est performant, il faut vivre avec son temps. Si c'est aujourd'hui le moteur le plus performant qui existe, et c'est le moteur le plus performant qui existe, point. Pourquoi on l'utiliserait pas? Moi aussi j'aime une voiture qui fait un beau bruit, et moi aussi je trouve que ça participe à la passion, et que ça participe aux sensations qu'on ressent. Mais cette voiture est quand même passionnelle, parce qu'elle a une histoire, parce qu'il y a un projet derrière, parce que son moteur, il est intéressant, que vous le vouliez ou non, peu importe qu'il soit hybride ou pas. Parce que elle est ultra performante, parce qu'elle a un aérodynamisme de dingue. Voilà, et c'est ça que les gens n'ont pas vu. Les gens ont vu des performances tout court sur un papier, mais en réalité, ce qui était intéressant aussi de voir, c'était la conception de cette voiture. L'aérodynamisme est fou. Il y a des études aérodynamiques sur cette voiture qui sont incroyables. Et c'est normal qu'elle prenne les courbes à une vitesse aussi importante. Et moi, je m'en doutais personnellement dès le départ. Quand on m'a dit, ouais, c'est les performances du 765 LT, j'ai dit, mais attends qu'elle aille sur un circuit, tu vas voir la 765 LT où elle va être. Non. Elle est ultra performante. Ça, c'est la réalité. Enfin, j'ai un très bon pressentiment sur les sensations que va offrir cette voiture. Bien évidemment, je peux pas le prouver, hein. J'ai jamais conduit d'AMG Project One. Moi, je le sens bien. Pourquoi ? Parce que des performances aussi affolantes et un moteur de Formule 1, je vois pas comment ça peut donner des sensations pourries. J'ai du mal à y croire. Je pense que prendre des virages à la vitesse à laquelle elle peut prendre des virages, ça doit être monumental. Vraiment, ça doit être incroyable. Bref, vous l'avez compris, pour moi cette voiture elle remplit son contrat.
Maintenant, c'est pas une voiture extraordinaire. Enfin, si, c'est une voiture extraordinaire, mais c'est pas la meilleure voiture du monde. Hein. Je suis pas en train de dire ça. Hein. Moi, j'ai des voitures que je préfère largement à cette voiture. Même si, j'avoue que j'aime beaucoup cette voiture. Moi, elle me fait kiffer. Mais je suis d'accord qu'il y a des voitures plus intéressantes et après, ça, c'est les goûts, les couleurs, quoi. Chacun va préférer ce qu'il préfère. Mais j'ai du mal avec le fait que les gens la critiquent autant par rapport à ce que c'est et pour des raisons que je trouve sont fausses et mauvaises. Voilà, c'est mon avis personnel. Enfin, il y a quand même 2-3 petits trucs qui sont inquiétants avec cette voiture. Bon, le premier, effectivement, a priori, fait un bruit de chiotte. Hein. Voilà, on va être honnête. Donc ça, c'est un peu... Bah, c'est un peu triste, mais il y a beaucoup de voitures comme ça, hein, quand même, hein, qui font un bruit pas terrible et qui sont quand même magnifiques et qui me font rêver, personnellement. Toutes les voitures qui me font rêver ne sont pas forcément des voitures qui font un bruit monumental. Je sais pas si c'est votre cas ou pas, mais moi, en tout cas, c'est le cas. L'autre chose, c'est qu'il y a des rumeurs. Donc voilà, j'ai aucune certitude là-dessus, ok? Des rumeurs comme quoi le moteur serait à changer au bout de 50 000 km. C'est rien du tout. Une voiture de 50 000 km, c'est pas énorme. Alors effectivement, pour une voiture comme ça, c'est beaucoup. Quand même quoi, 50 000 km. Alors le prix, bien évidemment, donc là on n'est plus sur un avis subjectif, hein. C'est terminé, là c'est plus mon avis, c'est juste réel, elle vaut 2,7 millions d'euros. Voilà. Prix de base. Ça veut dire que ça c'est sans option, même si à mon avis il n'y en a pas beaucoup d'options dessus, mais surtout sans la personnalisation, puisque Mercedes nous a fait une belle surprise sur cette AMG One. C'est que jusqu'ici Mercedes, disons que c'est pas hyper coloré quoi. Hein, les Mercedes c'est très gris, très noir, très blanc. En même temps, on dirait que ça dérange pas trop les gens. Bon, ça me dérange. Quoi qu'il en soit, il y a de la couleur. Il y a de la couleur sur la MG One. Récemment, là, on a appris qu'il y avait une belle palette de couleurs quand même. Donc, on peut avoir des AMG One un peu sympathiques avec des couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà, donc, on va voir. Est-ce que des propriétaires vont le faire ou non? J'espère que oui. J'espère qu'on aura quand même quelques exemplaires colorés parce que ça serait triste d'avoir que des exemplaires gris, noirs ou blancs encore, comme toujours, comme toutes les voitures. C'est ennuyant, je trouve à la fin, personnellement. C'est mon avis encore un peu personnel ça, mais voilà, moi je trouve ça ennuyant. Ben voilà, j'ai fini avec cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, abonnez-vous, petite cloche, voilà, donnez-moi de la force et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Salut!